Alors, on va résoudre un exercice de mécanique quantique sur les espaces de Hilbert infinis et les fonctions d'onde. Donc, c'est un exercice relativement long. J'espère que j'irai au bout, où on verra, peut-être que je le ferai en deux parties. Donc, en fait, il y a une première partie, une deuxième partie qu'on va résoudre dans cette vidéo. Donc, tout ce qui est opérateur position et mesure de position. Également, opérateur position-impulsion. Et on verra si j'arrive à faire la suite de l'exercice dans cette vidéo. Alors, opérateur position. On considère petit i un espace de Hilbert de dimension n, engendré par les quêtes i qui forment une base orthonormée, et double i, donc un espace de Hilbert de dimension infinie, engendré par la base infinie, représentée par l'ensemble des quêtes de x, où x décrit r, correspondant aux états propres de position d'une particule, évoluant dans un espace à une dimension. L'opérateur position satisfait x chapeau, donc l'opérateur x chapeau appliqué aux quêtes x, est égal à x fois le quête x. Autrement dit, le quête x est un vecteur propre de l'opérateur x chapeau pour la valeur propre x. Alors, dans le cas i, donc le premier cas, comment se décompose tout état quantique psi dans la base i? Comment le généraliser dans le cas 2? On notera psi de x, donc qui est égal par définition au produit scalaire entre le bras x et le quête psi, la fonction d'onde. Rappelez l'interprétation physique de i scalaire psi et le généraliser au cas 2. Alors, donc on considère donc un espace de Hilbert, un espace de Hilbert L2 de R. Au premier cas, on va considérer cet espace est de dimension n et qu'on a la base de cette dimension qui est l'ensemble des quêtes i pour i variant de 1 à n. Deuxième cas, on va constituer l'ensemble des quêtes x, où x décrit R en réalité. Donc il y a décrit un continuum, donc c'est un continuum qui est décrit. On n'a pas des valeurs discrètes comme dans le petit i. Et on a que effectivement le quête x est valeur propre de l'opérateur x chapeau pour la valeur propre petit x. Alors, première question. Donc, dire que l'ensemble des quêtes i constitue une base pour l'espace de Hilbert, donc revient à dire que tout vecteur, tout quête de psi de cet espace de Hilbert peut s'écrire sous forme d'une combinaison linéaire, donc somme pour i variant de 1 à n des alpha i, d'accord, où alpha i représente donc le produit scalaire entre effectivement le bras i et le quête psi. Car effectivement, si on fait le produit scalaire de j par psi, on obtient la somme pour i égale 1 à n des alpha i j scalaire i, mais j scalaire i c'est égal au symbole de Kronecker, c'est-à-dire delta ij, puisque ij est une base la base des quêtes de i constitue une base orthonormée, et donc ceci est égal à alpha j. Bien. Donc on a une écriture générique de psi en fait, qui est le quête psi peut se mettre sous la forme la somme pour i variant de 1 à n des bras i scalaire psi, donc ça c'est un scalaire, d'accord, suivant la direction du vecteur i, ok. Alors on nous demande effectivement donc l'interprétation physique de i scalaire phi, bon voilà c'est dit, on demande dessus de le généraliser et d'expliquer donc pourquoi la diade en fait qui est constituée du produit entre le quête i et le bras i est un projecteur. Que peut-on dire sur la somme de tous ces projecteurs? Que cela devient-il dans le cas continu? En déduire la relation de fermeture en dimension infinie. Alors, cette somme, cette combinaison linéaire, on peut la mettre également sous la forme, en fait, somme pour i variant de 1 à n du quête i multiplié par le bras i, d'accord, multiplié par le bras i scalaire psi. Donc, si on considère effectivement l'opérateur qui est la somme pour i variant de 1 à n des quêtes i scalaire psi i, cet opérateur agit sur le quête psi pour donner en fait psi lui-même. On le voit, donc puisque le quête psi est égal à cet opérateur appliqué au quête psi. Autrement dit, cet opérateur, comme on l'a décomposé, est l'identité. Donc d'où on déduit la relation de fermeture ou de décomposition de l'unité. La somme pour i variant de 1 à n, donc des quêtes i par bras i, est en fait un opérateur représenté par une matrice nn. En effet, le quête i n'est rien d'autre qu'un vecteur colonne, donc n ligne, une colonne, et le bras i n'est rien d'autre qu'un vecteur ligne, donc une ligne, n colonne. Quand on fait le produit matriciel en fait d'un vecteur d'une matrice n1 par une matrice 1n, on obtient une matrice nn. Ok?
Donc à n ligne et n colonne. Donc le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne. Donc cet opérateur est l'identité. Donc on peut d'ores et déjà écrire que la somme pour i variant de 1 à n du produit entre les quêtes i et les bras i associés est égale à l'identité. Puisque on vient de le voir et je le répète, l'opérateur psi, en fait l'opérateur de fermeture, d'accord, somme pour i variant de 1 à n des quêtes i bras i, appliquer cet opérateur au quête psi nous redonne le quête psi. C'est donc l'identité. Donc il faut aller au-delà du formalisme pour voir finalement quels sont les objets mathématiques que l'on manipule et ce qu'il représente. D'accord? C'est un opérateur qui appliqué à psi nous redonne psi. Bien, alors dans le cas numéro 2, en fait, on va considérer effectivement que l'ensemble des quêtes X, où X décrit le corps des réels, est un continuum. On n'a pas une discrétisation d'une base. On a ici quelque part une base généralisée infinie, hein, puisque X peut prendre toutes les valeurs continues dans le corps des réels et non dénombrable. D'accord? Donc on ne peut pas dénombrer l'ensemble des quêtes X sur R, puisque R est non dénombrable. De la même façon, le quête psi va être égal à, donc à la somme pour i que le quête psi est égal à la somme pour i variant de 1 à n des i scalaires psi suivant le quête i. Et on avait appelé donc alpha i le produit scalaire entre le bras i et le quête psi. Eh bien, on aura de la même manière, cette fois-ci à la place d'une sommation discrète, on va avoir une intégrale qui est une sommation continue sur la variable réelle x. Donc le quête psi pourra s'écrire comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on intègre sur toute la valeur des réels, donc de psi de x, donc la valeur que prend la fonction d'onde en x, suivant notre quête x que l'on a définie, dx. Donc autrement dit, cet objet mathématique-là est une décomposition donc, du vecteur, donc du quête psi, sur la base généralisée de l'ensemble des quêtes x, ou x décrit R. Et on notera que psi de x est égal donc au produit scalaire entre le bras x et le quête psi. On introduit donc la base généralisée, qui est la base constituée à ce moment-là des bras, donc des bras x, donc un bras étant une forme linéaire continue sur l'espace de Hilbert, donc qui appartient donc au dual de notre espace. Ici, il s'agit d'un bras généralisé, car il va s'agir d'une forme linéaire non continue. Donc, par définition de cette forme généralisée, le bras x, lorsqu'on l'applique à psi, on obtient psi de x. Autrement dit, c'est une définition. Donc, le bras x appliqué à psi, produit scalaire de x par psi, nous donne psi de x. Autrement dit, psi de x est la valeur de la fonction correspondant à ce quête psi. En particulier, dans la fonction qui a x associe psi de x, on lui attribue sa valeur en x. Donc, la valeur de psi au point de coordonnées x. Donc, par analogie, en fait, on peut réécrire ce formalisme, cette écriture, de la manière suivante. Donc, le quête psi va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x suivant le quête x dx, mais psi de x, on vient de voir que c'est le produit scalaire de x par psi. Autrement dit, on peut dire que c'est égal à l'intégrale, le dx, je le fais passer devant, au début de l'intégrale, donc de moins l'infini à plus l'infini de dx. Donc bras x, donc quête x, fois le produit scalaire de x par phi. Donc en fait, j'ai interverti tout simplement x scalaire phi, c'est un scalaire, donc je le mette avant le quête psi, ou le quête x, ou après le quête x, ça n'a absolument aucune incidence. Maintenant, l'objet mathématique que j'ai entouré ici en rose fuchsia, en violet, d'accord, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx bras x, quête x, bras x, d'accord, qui va s'appliquer à notre fonction donc psi, donc est un objet qui est un opérateur appliqué à psi qui nous redonne psi. Et ce, quel que soit psi, puisque effectivement, on s'aperçoit que cet objet mathématique appliqué au quête psi nous redonne le quête psi. Donc, on peut d'ores et déjà affirmer que l'opérateur suivant qui agit dans l'espace des états, donc des fonctions, nous redonne la fonction elle-même. Puisque psi, c'est nous redonne la fonction elle-même, tout à fait. Et donc on écrira, c'est pas un abus d'écriture, c'est effectivement
ça découle des définitions formelles du produit scalaire de x par psi, de la fonction d'onde des bras et des quêtes, que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc l'intégrale sur le corps des réels, des dx, quête, quête x, bras x, c'est l'identité. Donc pour l'interprétation physique du produit scalaire de I par psi, ben, c'est la composante en fait physique du quête psi suivant le vecteur I. Et en l'occurrence, si on mesure une grandeur physique pour lequel le quête I est état propre et correspond donc à une valeur bien définie de la grandeur en question, on trouvera cette même valeur pour l'état du quête psi avec la probabilité associée donnée par le module carré de I scalaire psi. Donc de même pour le produit entre le quête psi et le bras x, donc x scalaire psi qui est égal à psi de x. Si le quête x est un état propre de la grandeur physique x chapeau, donc position, donc si on mesure la position du système, on trouvera comme si le système était dans l'état du quête x, avec une valeur bien définie de la position x, avec comme probabilité, d'accord, donc la densité de probabilité, donc car il existe une infinité continue de valeurs possibles pour x, donc on définira la densité de probabilité comme étant le module carré de psi de x, autrement dit le module carré du produit scalaire de x par psi. Donc maintenant, effectivement, si mon opérateur x chapeau donc varie entre x chapeau et x chapeau plus dp, donc entre x et x plus dx, alors à ce moment-là, cette variation sera donnée par la quantité suivante, donc c'est le module de psi au carré fois dx, la variation infinitésimale suivant x. C'est donc égal, ce sera donc égal au module carré de x scalaire psi dx. Donc le module carré de x scalaire psi représente au carré représente la densité de probabilité d'être mesurée au point x. Attention, la particule est dans un état qui correspond à la fonction psi. Or, psi de x qui n'a pas de position bien définie, c'est la densité de probabilité de trouver la particule en x si on fait une mesure de position. On parlera alors de densité de probabilité de présence par extension. C'est quelque part un abus de langage. Alors, oui, bon, pour le B, effectivement. Donc, rappelez pourquoi pourquoi le produit, en fait, entre le quête I et le bras I est un projecteur. Que peut-on dire sur la somme de tous ces projecteurs? Que cela devient-il dans le cas continu? En déduire la relation de fermeture en dimension infinie. Bon, ben, en fait, c'est ce qu'on vient de faire. Bon, voilà, on va voir ce que j'avais rajouté dessus. Bon, effectivement. Donc, le quête... donc l'opérateur, on a vu que c'est une matrice NN en fait, hein. C'est une dyade, donc ceci est une dyade, j'ai déjà parlé des dyades longuement précédemment dans mes différentes vidéos sur la quantique. Donc la dyade bras I, donc quête I fois bras I, donc qui est donc une matrice NN, puisque le bras I est le quête I, ben, c'est un vecteur colonne N ligne, pardon, un vecteur colonne à n lignes et le bras I est un vecteur ligne à n colonnes. Donc n par 1 fois 1 par n, ça nous donne du nn matriciellement. Donc c'est un projecteur, pourquoi? Parce qu'il projette tout simplement. Donc si on applique effectivement cet opérateur au quête psi, on va avoir donc notre dyade appliquée au quête psi va être égale à la composante du quête psi suivant le quête I fois le vecteur lui-même, le quête I. Ça projette effectivement le vecteur psi dans la direction du vecteur I. Donc le vecteur constitué par, bon, effectivement, le scalaire qui le produit, scalaire entre I et psi, fois le quête I, fois le vecteur I, donc pointe bien vers le quête I, d'accord? Cette composante I scalaire psi correspond quelque part à la longueur de cette projection, si on veut en avoir une interprétation géométrique euclidienne, je dirais, dans un plan. Donc on se garde de toutes les composantes de psi, on ne garde de toutes les composantes de psi que celles suivant le bras I, suivant le vecteur I, quête I. Et donc par définition même d'un projecteur, on n'a que on a que P chapeau, l'opérateur P chapeau au carré, donc appliqué deux fois, c'est égal à l'opérateur P chapeau. Donc c'est par définition même d'un projecteur, et donc on va vérifier ici qu'on a bien un projecteur. Donc sinon on effectue le produit de la dyade par la dyade elle-même, on va avoir du quête I fois le produit scalaire entre le bras I et le quête I, fois
le ket i. Mais en fait, le produit scalaire entre le ket i et le ket i, c'est égal à 1. Donc effectivement, on peut le sortir, parce que le ket i, c'est une base orthonormée. Donc on le sort, et il nous reste 1 fois la diade. Donc la diade, 1i, on a bien que le module de... On a bien que P chapeau carré est égal à P chapeau. On a donc aussi que la somme de tous les projecteurs, donc de toutes les diades, eh ben, est égale nécessairement à une identité, de par tout ce qui découle précédemment. Donc en dimension infinie, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc que le ket x multiplié par le produit scalaire de x par psi sera égal à psi de x fois le ket x. Donc psi de x représente la composante de psi sur le vecteur de base généralisé du ket x. Et on a que le module, que le ket psi donc peut s'écrire comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi cube de x fois le ket x dx. Alors on était à la question C. Donc en écrivant de deux façons différentes l'identité, l'opérateur identité appliqué au ket x, montrer qu'il faut que le produit scalaire de x par x' soit égal à delta, ou delta est la fonction de Dirac, de x moins x'. Le delta de la distribution de Dirac. Donc, fonction de Dirac, le delta au sens des distributions. Hein. Cette base des quêtes de x est-elle orthogonale, est-elle orthonormée? Alors, donc, on s'intéresse donc à l'opérateur identité appliqué à x et on cherche à montrer donc que ce produit scalaire est égal au Dirac entre x moins x'. Alors, on a d'une part que l'opérateur identité appliqué au quête x est égal au quête x, et si on replace d'autre part notre opérateur identité par notre expression donc précédemment calculée, autrement dit l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx' quête x, donc la diade x', d'accord, on va obtenir, donc j'ai pris x', c'est une valeur muette et celle qui va intervenir dans l'expression. On va donc avoir que le quête de x va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de dx', donc diade x', scalaire x. Autrement dit, cet opérateur, c'est l'opérateur que l'on applique au quête x, d'accord, puisque c'est l'identité. L'opérateur est l'identité, donc. Avec, par ailleurs, donc le produit scalaire de psi par x, c'est égal au complexe conjugué du produit scalaire de x par psi, d'accord, par définition. On a donc psi étoile de x, c'est x scalaire psi étoile. Autrement dit, si je multiplie donc à gauche et à droite mon égalité par le bras psi, donc je vais avoir à gauche psi scalaire x, va donc nous donner, je fais rentrer le bras psi dans mon intégrale. Donc je vais avoir donc toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx', et on fait rentrer à cette hauteur-là donc le bras psi, on va avoir du psi scalaire x' ici, puis le reste donc d'un diade, donc x' scalaire x. Bien, mais psi scalaire x', donc ce n'est rien d'autre que psi étoile de x', d'après la définition, et en fait, au sens des distributions, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx' psi étoile de x', x' scalaire x, en fait, x' scalaire x, c'est précisément la définition de la distribution de Dirac, delta de x moins x', puisque je vous rappelle que d'une manière générale, donc je l'écris en vert, donc on a par définition que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x', delta de x moins x', en fait, ça nous crache la fonction de f en x. X' étant ici la variable d'intégration, la variable muette, d'accord? Voilà. Donc en substituant en fait f par psi étoile, on a donc psi étoile de x' fois x' scalaire x intégré sur dx', c'est psi étoile de x, quelle que soit la fonction psi bien sûr. Donc cet objet x scalaire x' n'est rien d'autre que la distribution associée au Dirac delta de x moins x', et on peut donc d'ores et déjà écrire que le produit scalaire donc du bras x et entre le bras x et le quête x', ça nous donne le Dirac de x moins x'. Alors maintenant, en ce qui concerne l'orthogonalité de la base de l'ensemble des x, où l'ensemble des quêtes x décrit en fait un continuum, hein, puisque c'est le continuum des réels, donc avec x scalaire x' est égal delta de x moins x', eh bien, bon, on peut avoir une normalisation. En ce qui concerne la normalisation, donc le produit scalaire, en fait, c'est bien le produit scalaire auquel on s'attendait. C'est un petit peu l'équivalent du symbole de Kronecker delta ij. C'est-à-dire que pour des valeurs différentes de x,
eh bien, on aura ce qu'on appelle un Dirac. Donc, alors, le quête X n'appartient pas à l'espace de Hilbert. Donc, X scalaire X est une distribution de Dirac, donc par une fonction qui pourrait être piquée en X' et dont l'intégrale sur R sera toujours égale à 1. Ok. Autrement dit, je vous ai représenté des Dirac avec un X scalaire X' de plus en plus proche. Autrement dit, X' qui se rapproche, X qui se rapproche de la valeur de X'. Le plus possible, ces Dirac sont de plus en plus pointés, et en fait c'est l'intégrale du Dirac par la fonction en X' qui sera égale à 1. Donc ceci n'est pas une fonction strictement parlant, mais ce n'est pas gênant, car le produit scalaire X' n'est pas dans l'espace de Hilbert, il n'est pas normé. Donc tous les éléments de l'espace de Hilbert doivent avoir une norme, c'est un espace normé par définition, donc le produit scalaire de X par lui-même peut être généralisé en tant que base orthonormée, à travers la notation à travers le Dirac delta de x moins x'. Ok. Alors, question D. En déduire l'écriture de la valeur moyenne de l'opérateur position, donc x chapeau, dans l'état représenté par le quête psi, donc comme une intégrale dépendant de x et de psi de x. Alors, la valeur moyenne, c'est par définition l'espérance de la valeur moyenne de x. Donc, par définition, c'est l'espérance de la variable aléatoire quand x, sachant que le système est dans l'état psi, il n'a pas de valeur bien définie de la position. Donc, on s'intéresse donc à la valeur moyenne de x chapeau, où psi est un quête, donc un quête qui appartient à l'espace de Hilbert, donc un état de notre espace des états H. Donc, on peut mesurer néanmoins la position, et on va trouver une densité de probabilité. Donc, autrement dit, le module de psi carré, qui représentera la densité de probabilité de trouver notre particule plus ou moins en X. Donc, par conséquent, la moyenne qu'on obtiendrait sur un grand nombre de mesures de l'état psi sera notée valeur moyenne de X chapeau, et par définition même, on aura que la valeur moyenne de X chapeau sera l'intégrale, donc on intègre, puisque sur un continuum en fait, donc c'est l'équivalent de notre sommation discrète précédente. Donc ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des x multiplié par le module carré de la densité de probabilité dx. Bon, alors effectivement, si mon état était non normé, il aurait fallu diviser par sa norme en carré, autrement dit module de psi carré, c'est-à-dire le produit scalaire de psi par psi. Alors, le module de psi carré, c'est psi étoile psi. Or, psi de x, c'est x scalaire psi. Psi étoile de x, c'est x scalaire psi étoile, donc psi scalaire x. Et à ce moment-là, donc on va réécrire la définition de l'espérance de notre variable aléatoire quantique chapeau, donc de sa valeur moyenne. Et donc la valeur moyenne de x chapeau donc, va pouvoir se réécrire sous la forme à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des x fois donc de psi scalaire x fois donc le conjugué, donc c'est-à-dire x scalaire psi dx. Ici, effectivement, donc psi scalaire x et x scalaire psi, bah, ce sont deux nombres au sein de cette intégrale, donc on peut plus ou moins les sortir, effectivement. Et psi étant une forme linéaire, on peut donc dire que cette intégrale-là est égale donc est égale à la valeur moyenne, en fait, est égale à psi scalaire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la diade x appliquée à psi dx. On a donc que x fois le produit scalaire de x par psi est égal en fait à l'action de x chapeau sur psi en représentation x, que l'on notera plus ou moins x bar x chapeau bar psi. Donc c'est l'action donc de x chapeau sur la fonction donc psi en représentation x. On a donc x chapeau appliqué au quête x qui est égal à x scalaire x fois le quête x. Autrement dit, le quête x, effectivement, on a commencé par ça. Donc, l'état propre de position est vecteur propre de l'état x chapeau. L'état propre de position est donc un vecteur propre de l'opérateur x chapeau avec la valeur propre x. Donc, effectivement, si on prend maintenant la version bras de ceci, on aura donc le bras x, xdag chapeau, bon, mais xdag chapeau, c'est xdag puisque x est un opérateur hermitique, il est auto-adjoint, donc va être égal, donc pour le deuxième membre, ben, on transforme le quête en bras, donc on a le bras x, et on prend le conjugué, le complexe conjugué de x étoile.
mais x est réel, et donc x est égal à son complexe conjugué. Alors effectivement, ici j'ai interverti en fait le bras x avec la valeur de x étoile, puisque effectivement x étoile c'est un scalaire, donc que vous le mettiez avant ou après un vecteur, ça n'a pas d'importance. X étoile s'applique à toutes les composantes du vecteur. Donc le bras x fois la valeur x étoile, complexe conjugué de x, est égal à x étoile fois le bras x, mais comme x est réel, c'est la position, c'est égal à x fois le bras x. On retrouve bien donc l'action de x chapeau sur notre fonction d'onde psi en représentation x, et x fois le produit scalaire de x par psi va être égal à l'action de x chapeau sur psi en représentation x, que l'on note, comme ceci, x bar x chapeau bar psi. Autrement dit, c'est plus ou moins un x, on peut le noter par abus de langage, x scalaire x chapeau scalaire psi. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est effectivement l'action de l'opérateur x chapeau sur la position x qui est moyennée sur x, sur la position là. L'opérateur sur la fonction d'onde psi en représentation x. D'où l'écriture de la moyenne de x. X chapeau, lorsqu'on est dans l'étape psi, eh bien on aura que la valeur moyenne de x chapeau, donc qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la diade x, donc qui est l'opérateur identité appliqué donc à x chapeau de psi dx, d'où la valeur moyenne de x chapeau de l'observable x, bon, qui est ici, qui représente ici l'opérateur position d'une particule, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx fois l'identité appliquée à, donc, à x chapeau fois l'identité fois x chapeau appliquée à la fonction psi, à la fonction de psi, et donc que la valeur moyenne de x chapeau sera égale à psi scalaire x chapeau scalaire psi, autrement dit à la valeur de x chapeau appliquée à psi en représentation psi. Effectivement, là à gauche, là on a effectivement le bras psi. Donc x chapeau représente une forme linéaire appliquée à un vecteur, ici le vecteur psi, qui est l'action de l'opérateur x chapeau sur le vecteur en question. Alors, cas numéro E. Alors maintenant on passe à la question E. Alors, écrire le produit scalaire de deux vecteurs, donc vecteur psi et vecteur phi, donc ket psi, ket phi, en fonction de leurs composantes dans le cas 1, dans le cas i, et en fonction des fonctions d'onde dans le cas 2. Donc, dans le cas i, c'est le cas discret, et 2, c'est le cas donc continu. Hein. On l'a compris. Donc, on utilisera d'abord le formalisme en vecteur colonne, puis le formalisme faisant intervenir les deltas de Kronecker et de Dirac. Alors, allons-y. Alors, dans le cas I, c'est-à-dire le cas discret, donc on a la base de notre espace de Hilbert qui est une base de dimension n qui est constituée de l'ensemble des quêtes I. Et donc, on peut décomposer le vecteur psi dans cette base sous la forme somme pour i variant de 1 à n des i scalaires psi suivant i. De même, pour phi, on fait pareil. Donc, phi va s'écrire la somme pour i j égale 1 à n des j scalaires phi suivant j, d'accord. Donc en faisant le produit scalaire du bras psi par phi, donc on fait bien attention, donc si on passe donc du ket psi au bras psi, eh bien on va avoir le complexe conjugué de i scalaire psi, on va avoir i scalaire psi étoile, donc i scalaire psi étoile c'est psi scalaire i, d'accord, et donc le bras, le ket i va devenir le bras i, hein, puisqu'on passe donc du ket psi au bras psi. Donc le tout scalaire phi, donc phi donc ne change pas par rapport à la représentation. Là j'ai simplement changé qu'on mette le scalaire j scalaire phi après le vecteur j ou avant, ça n'a absolument aucune importance puisque ce scalaire s'applique composante à composante sur le vecteur. Donc c'est égal à donc à cette somme. Donc cette somme, on peut l'écrire sous la forme donc d'une somme double sur les indices i et j, de psi scalaire i, ici, fois donc i, on le fait rentrer dans la somme, puisque bon, on l'a sorti par linéarité, donc i scalaire j, multiplié par j scalaire phi, ok. Mais le produit scalaire de i par j, c'est delta ij, puisque la base di est une base orthonormée. Autrement dit, c'est égal à 0 si i est différent de j, c'est égal à 1 si i égale i.
Donc, sachant cela, on peut écrire donc notre notre produit scalaire entre entre les deux vecteurs psi et phi sous la forme somme polyvariant de 1 à n des psi scalaires i fois i scalaire phi. Ok. Bien, si on note bêta i le coefficient i scalaire phi et alpha i le coefficient i scalaire psi, bien on peut le mettre sous la forme somme polyvariant de 1 à n des alpha i étoile bêta i. Donc effectivement, introduire dans une expression l'identité sous la forme de la somme sur i, donc somme des dyades, permet d'obtenir rapidement le résultat. Ici, on a fait un calcul un peu plus laborieux, donc c'est un peu notre relation de fermeture. Alors maintenant, dans le cas discret, comment ça va se passer? Bon, on va poser le produit scalaire. Le produit scalaire de psi par phi va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc, du bras psi, d'accord, qui va rentrer dans notre intégrale. Donc l'intégrale, donc bras psi dx, bon, je l'ai noté ici la différentielle en x. Ensuite, notre opérateur dyade, xx, appliqué à psi. Cet opérateur, c'est l'identité, ok. Donc, dx, en fait, je peux la différentielle dx, c'est un nombre, c'est un scalaire, je peux le sortir, enfin, le mettre en début d'intégrale. Et donc, on va avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx, psi scalaire x, et ensuite x scalaire psi. Psi scalaire x scalaire phi. Mais psi scalaire x, par définition même, c'est psi étoile de x, et x scalaire phi, par définition même, c'est phi de x. Autrement dit, le produit scalaire de x par phi, dans le cas discret, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de psi de x étoile dx fois phi de x. Autrement dit, on a le produit scalaire au sens hermitien, qui est au sens même des distributions, je dirais, pour ceux qui ont suivi le cours que j'ai fait sur les distributions tout début de cette chaîne YouTube. Je vais faire une dizaine de vidéos sur la distribution. Donc, le produit scalaire de psi par phi est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x étoile phi de x dx. Donc le cas de phi, donc qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x scalaire psi de x ket x dx, et le ket phi va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de x prime ket x prime dx prime. Bon, j'ai pris deux variables, comment on va faire le produit scalaire, et que x est une valeur muette. J'ai pas pris deux fois la même valeur muette ici, parce qu'elle va intervenir dans les calculs qui suivent. Donc maintenant, on va former le produit scalaire, donc psi par phi, en prenant effectivement d'abord le bras du ket psi. Le ket psi, on l'a là. Donc pour prendre le bras, donc je vous rappelle, donc on va reprendre l'intégrale. Donc les quêtes deviennent des bras, et on prend le complexe conjugué des scalaires. Autrement dit, psi va devenir psi étoile, et le bras x, le ket x va devenir le bras x. Donc dx, et on a donc l'expression de notre bras psi. On est maintenant à même de faire le produit scalaire. Donc le produit scalaire de psi par phi va être égal à l'intégrale double, donc l'intégrale sur dx dx', donc deux variables muettes d'intégration, dx qui varie entre moins l'infini plus l'infini, dx' qui varie entre moins l'infini et plus l'infini, de psi étoile de x fois phi de x', x scalaire x'. Mais on a vu précédemment que x scalaire x', c'est le Dirac de x moins x', et donc le produit scalaire de psi par phi va se mettre sous la forme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx', delta le Dirac de x moins x', multiplié par psi étoile de x, multiplié par phi de x'. Bien, eh bien, tout simplement, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx', delta de x moins x', appliqué à la fonction phi étoile de x, phi de x', ben en fait c'est la distribution entre psi étoile et psi étoile phi et le Dirac, mais décalé de x moins x'. Autrement dit, c'est la valeur de cette fonction, le Dirac crache la valeur de cette fonction pour x', qui est la variable d'intégration ici, égale à x. Autrement dit, on en déduit que notre produit scalaire entre psi et phi se met sous la forme de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi étoile de x, phi de x dx. Donc effectivement, donc psi de x qui est égal à par définition au produit scalaire entre x et phi, qui est égal au conjugué de psi scalaire x, permet de définir en quelque sorte un ket généralisé associé à ce bras généralisé. Donc ça va qui nous impose que
que le produit scalaire de x par x', c'est précisément le Dirac, la fonction impulsion de Dirac de x moins x'. Mais x moins x' en produit scalaire, c'est delta de x moins x', correspond bien in fine à ce que l'on veut, c'est-à-dire que chaque vecteur x est orthogonal à tous les autres, ok? Puisqu'en fait, delta de x moins x', le Dirac au sens des distributions, sera égal à 1 autour de x', d'accord? Donc, chaque vecteur x est orthogonal à tous les autres. X différent de x' veut dire qu'aucune composante de l'un ne va être sur l'autre, et vice-versa. On peut passer maintenant à la question F. Donc, en mécanique quantique, la probabilité élémentaire dp de mesurer le système dans l'intervalle x plus dx est donnée par dp égale p de x fois dx, avec p de x est égal au module carré du produit scalaire de x par psi. Donc, autrement dit, la densité de probabilité. On nous demande de montrer que l'on doit avoir la condition de normalisation de la fonction d'onde, autrement dit, l'intégrale de dx du module de psi de x carré est égale à 1. Voilà. Alors, donc dp c'est p de x dx, donc on considère x qui varie dans l'intervalle infinitésimal compris entre x et x plus dx, et donc p de x c'est le module carré donc du produit scalaire entre x et psi, et donc on cherche à normaliser donc effectivement cette densité probabilité. Il faut qu'effectivement l'intégrale sur R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini des dp soit égale à 1. Pourquoi? Pour un sens physique tout simple, ben, la particule, elle est localisée quelque part dans l'espace. Elle était là avant, elle est là après, elle est localisée dans l'espace. Donc nécessairement, l'intégrale de la densité de probabilité, c'est 1. La particule, elle est là. Elle n'a pas disparu. Ok, donc ça, c'est le sens physique associé à ce formalisme mathématique. Donc, cette intégrale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module carré de la densité de probabilité, dx, est égal à 1, puisque elle est normée et la particule, elle est bien présente dans l'espace. Voilà, parce qu'il se trouve bien quelque part dans l'espace. Alors, une mesure de la position, on suppose que la densité de probabilité, alors effectivement, pour le 2, je n'avais pas lu, donc on démarre, donc ça c'était un peu pour nous échauffer, on va dire, les opérateurs position, passage à la limite, etc. On démarre maintenant le 2, une mesure de position. Donc, soit une particule dont la fonction d'onde est donnée par c, psi de x est égal, est de la forme cx fois l'exponentielle de moins x2 sur 2 sigma 2, donc c'est une gaussienne. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait toute une vidéo sur la gaussienne, plus ou moins au début de cette chaîne, qui explique tout sur la gaussienne. J'explique notamment que cette intégrale est égale à racine de pi. Mais ici, on nous le donne, on dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins x de dx, c'est racine de pi. Alors, on nous demande de déterminer la constante c pour que psi de x soit normée, de donner ses dimensions, donc on verra l'analyse dimensionnelle. Ensuite, b, de tracer en fonction de x l'allure de psi de x et de la densité de probabilité de présence. Alors, psi de x est égal à cx exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, lequel psi appartient à L de 2R, et on nous donne que l'intégrale sur R de exponentielle moins x de dx est racine de pi pour les calculs. Alors, dp est égal au module de psi carré dx pour l'analyse dimensionnelle. dp, c'est une probabilité, dx, c'est une longueur. Psi carré, c'est mesure 1 sur longueur moins 1. Bon, on le verra après, je pense. Oui. Alors, bon, donc on va donc calculer effectivement cette densité probabilité. C'est x psi de x, donc il y a du x carré qui va apparaître, puisque x fois x ça donne x2, fois exponentielle moins x de sigma 2, fois le module de c au carré, puisqu'on prend le module carré. Ah, là j'ai mis du 2 sigma 2, mais bon, il faut l'enlever le 2 sigma 2, non. Si on prend le module carré, c'est génial. Exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, donc si je prends le module carré, ça fait du moins 2x2 sur 2 sigma 2, le x2 se simplifie, donc le x2 sur 2 sigma 2, vous enlevez le 2 que j'ai mis ici. Alors, ça c'est le module dans le carré, donc effectivement pour calculer cette intégrale, on fait une IPP, donc j'espère que j'ai pas traîné mon erreur. Donc l'IPP est simple, on pose U égale X, donc DU c'est DX, on pose DV égale X sur exponentielle moins X2 sur 2 sigma 2. En fait c'est exponentielle moins X2 sur sigma 2, d'accord, bon. Bref, il doit y avoir un facteur sigma en moins, mais bon, le raisonnement il est bon. Donc V c'est exponentielle moins X2 sur 2 sigma 2 fois sigma 2. On a dit que la norme de psi au carré c'est C carré fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. C'est pas sigma 2 sur 2, je pense que c'est sigma 2, vous enlevez le facteur 1,5. Exponentielle moins X2 sur, en fait, sur sigma 2. Sur 2 sigma 2, pardon. Ça, oui, ça reste. Donc, on peut
effectivement, non, c'est pas sur 2 sigma 2, c'est sur sigma 2. Sigma 2, oui. Donc, si on fait changement de variable x' égale x sur sigma, donc dx est égal à sigma dx', et le module de psi avec lui-même, donc psi scalaire psi, c'est égal au module de psi carré. C'est un demi de c carré fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, il va y avoir du sigma 3 qui sort. Bon, j'ai fait le calcul, vous referez les calculs. Je vous donne le résultat que j'ai trouvé, je pense qu'il y a une erreur à un facteur un demi près, mais c'est pas ça qui est fondamental, c'est juste une constante de normalisation pour nous dire qu'on a bien une densité de probabilité. Donc une densité de probabilité, c'est quelque chose qui dont l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, si on a une densité de probabilité suivant un axe de coordonnées x, c'est égal à 1. Voilà. Donc il faut simplement la normer. Donc on considère dans le reste de ce qui suit que psi de x est de la forme c, x exponentiellement x2 sur 2 sigma 2, et que c a à la bonne expression de telle manière à ce que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module de psi de x au carré soit égal à 1. D'accord? Alors, pour le D, donc tracer l'allure de psi de x et de la densité de probabilité de présence. Bon, ben, on va le faire. Alors, psi de x, on s'aperçoit que c'est une fonction impaire. En effet, si je fais psi de moins x, c'est égal à moins de psi de x, donc on va la tracer de 0 à plus l'infini, et on en déduira donc sa représentation sur R, donc sur R- par symétrie par rapport à l'origine, ok? C'est comme ça qu'on procède. Pourquoi j'ai pris x? Ah oui, effectivement. Donc, j'ai tracé effectivement une densité, une gaussienne en violet. C'est effectivement la gaussienne qui est centrée en 0 de d'écart-type sigma 2. Bon, j'ai tracé en vert la fonction y égale x, et notre fonction en noir, c'est le produit de la fonction verte par la fonction violet. Donc, on voit bien que effectivement en 0, on a 0. On obtient un maximum voilà, qui croît. Donc en fait, je voulais tracer en noir, hein, voilà, c'est une gaussienne. Voilà, on nous demande aussi la de la densité de probabilité. Ben, la densité de probabilité, c'est le module de ceci au carré. Donc ce qui est là négatif, ça va devenir positif, puis ça croît puisqu'on prend le module au carré. Donc voilà, module de psi de x au carré. On voit qu'autour de x égale 0, la densité de probabilité est nulle, et qu'on a un maximum de présence ici, indéterminé. Bon, voilà. Alors, petit c, on mesure la position de la particule, calculer la probabilité d'obtenir une valeur comprise entre moins epsilon et plus epsilon pour epsilon inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Ok, en utilisant la relation, l'intégrale de dx scalaire x diade x est égal à i, montrer que la valeur moyenne de x est bien donnée par la relation. La valeur moyenne de x est égale à x scalaire x chapeau scalaire psi. Que vaut-elle? Calculer l'écart quadratique moyen. Delta x égale bon, voilà, l'écart quadratique moyen des mesures de la position de la particule. Alors, la probabilité donc que nos particules se trouvent entre moins epsilon et plus epsilon va être donnée par l'intégrale de moins epsilon à plus epsilon du module carré de la densité de probabilité. Cette probabilité va être égale à c carré, donc intégrale de moins epsilon à plus epsilon, donc de x carré exponentielle moins x2. C'est pas sur 2 sigma 2 sur sigma 2, hein, excusez-moi. Dx. Donc on va faire un développement limité au premier ordre, hein, puisque on va considérer que x sur sigma est très petit devant 1. Et donc on pourrait écrire que l'exponentielle de moins x2 sur 2 sigma 2 est sensiblement égale à 1 moins x2 sur sigma 2, pour epsilon qui tend vers 0. Donc la probabilité mesurée entre moins epsilon et plus epsilon est égale à c carré intégrale de moins epsilon à plus epsilon de x carré fois 1 moins x carré sur sigma 2 plus un petit taux de x, dx. Donc la probabilité d'être dans l'intervalle entre moins epsilon et plus epsilon est égal à c carré intégrale de moins epsilon à plus epsilon. Donc j'ai fait un développement limité, donc je fais rentrer le x au carré. Donc j'ai du x carré moins x4, x carré fois x carré, c'est du x4 sur sigma 2, plus un petit taux, quelque chose qui est négligeable à l'ordre 4. Donc on intègre entre moins epsilon et plus l'infini epsilon, et on obtient que c'est égal à 1 tiers de c carré, epsilon cube, plus un petit taux d'epsilon 5. Donc la probabilité de trouver la particule vraiment près de 0 décroît très 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 vite. Ok? Alors petit d, en utilisant la relation, l'intégrale donc de dx de la diade xx
montrer que la valeur moyenne de x est bien donnée par la relation. La valeur moyenne de x est égale à psi, donc est égale à l'opérateur position x appliqué à psi en représentation psi. Donc que vaut-elle? Ok. Et calculer voilà l'écart quadratique moyen, delta x, comme la racine carrée, la moyenne des écarts à la moyenne. Des mesures de la position de la particule. Donc on a que effectivement on peut dire que voilà, la valeur moyenne de x, la valeur moyenne de x chapeau, c'est donc x chapeau pris en sandwich entre le bras psi et le 4 psi, voir les questions précédentes déjà montrées. La valeur moyenne de x, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de x cube exponentielle moins x2 sur 2dx, c'est égal à 0, tout simplement car la fonction qui a x associe x cube exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2 est impair. Donc par des considérations de parité, donc l'intégrale entre moins l'infini et 0, c'est l'opposé de l'intégrale entre 0 plus l'infini. Comme l'intégrale est linéaire, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini, on a moins a plus a, c'est donc égal à 0. Voilà. Ok, maintenant pour la valeur moyenne de x, pour l'écart type en fait, donc qui est la racine carrée de la valeur moyenne de x carré moins le carré de la valeur moyenne de x. Donc puisqu'on vient de démontrer que la valeur moyenne de x est nulle, ça se réduit à la racine carrée de la valeur moyenne de x au carré. Oui, effectivement, on a une fonction qui est impaire et le but c'est de comprendre la répartition autour de la moyenne. Bon, donc delta x, ça va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré fois c carré x2 exponentielle moins x2 sur sigma 2 dx. Delta x, ça va être c carré intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x puissance 4 exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2 dx. Donc le but étant de comprendre la répartition autour de la moyenne. Bon, alors je vous ai fait une intégration par partie, vous la regardez tranquillement. J'ai posé u égale x cube, donc du égale 3x2, donc dv j'ai posé égal à x exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, donc v c'est du moins exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2 fois sigma 2, donc je calcule dx delta x comme étant 3 fois, donc c carré sigma 2, bon, fois une intégrale, cette intégrale doit être égale à 1 parce qu'en fait on fait intervenir la constante de normalisation, je trouve que delta x est égal à 3 demi de sigma 2. Donc la fonction de l'onde n'est pas symétrique, mais la densité de probabilité associée l'est. Bon voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors je me pose la question si je poursuis maintenant ou si je fais une autre vidéo. Bon, je vais l'expliciter de manière opérateur position et impulsion, fonction de représentation. Allez, je la fais. Bon, alors on y va. Opérateur position et impulsion. Donc vitesse moyenne de la particule libre. Donc l'énergie cinétique classique peut aussi s'écrire comme EC est égal P carré sur 2m. Il est alors naturel de poser pour la Hamiltonien de la particule libre sous la forme donc h bar est égal à P chapeau carré sur 2m. Dans la suite, on considère l'état quantique d'une particule, psi de t. On rappelle que le commutateur entre x et p, c'est IH bar. On nous demande de montrer que pour tout observable h chapeau indépendant du temps et pour tout Hamiltonien, on a, c'est le théorème d'Ehrenfest, la dérivée de la valeur moyenne de l'observable h chapeau par rapport au temps, c'est I sur h bar fois la valeur moyenne des commutateur h bar et h chapeau. En déduire que pour la particule libre, on a m fois dérivée partielle de x par rapport au temps est égal à la valeur moyenne de p, et de commenter. Alors, donc on nous donne l'énergie cinétique de la particule. Je vous rappelle que P est égal à mv, que la valeur moyenne que l'hamiltonien, donc on le définit comme étant égal à P chapeau carré sur 2m. On a la valeur moyenne de psi qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de P scalaire psi appliqué à P dp. Et P scalaire psi sur P, c'est psi tilde de P. L'état de la particule évolue dans le temps, mais psi c'est psi, effectivement. Donc, je vous rappelle que on a vu que x scalaire psi, c'est psi de x, d'accord? Et on a effectivement la notation qui est un peu un abus d'écriture dans l'énoncé, que psi de t évolue suivant le cas psi de t. Bon. Alors, on considère donc les observables A et H bar hamiltoniens et on cherche à démontrer cette relation-là que j'entoure, qui est la relation d'Ehrenfest. Alors, pour la démontrer, il faut partir de l'équation de Schrödinger, que vous connaissez bien sûr. Donc cette équation de Schrödinger nous dit qu'effectivement l'opérateur énergie, l'opérateur hamiltonien appliqué à notre fonction d'onde de psi, euh, est égal à IH bar, la dérivée partielle par rapport au temps de notre fonction d'onde de psi. Autrement dit, c'est cet opérateur, cette relation,
cette équation de Schrödinger qui va décrire l'évolution temporelle de notre fonction d'onde. Alors, sur cette base-là, effectivement, la grandeur moyenne de l'observable A dans le temps est égale en fait à l'opérateur A chapeau pris en sandwich entre le bras psi et le quai psi. Autrement dit, alors j'ai mis divisé par psi scalar psi si on n'est pas dans un système normé, donc il va falloir le normaliser. Mais bon, généralement, il faudrait diviser effectivement par la norme au carré de psi. Mais la plupart du temps, on considère des états normalisés. Donc, cette grandeur moyenne, lorsque le système est dans l'état psi, se calcule donc comme suit. On applique l'opérateur H chapeau donc à notre état psi, donc moyenné sur l'observable psi. Ok. On va donc calculer la dérivée de la moyenne. Hein. Alors tout simplement, on va utiliser la relation de Leibniz puisque psi de t scalaire H chapeau psi de t c'est le produit de trois éléments. Donc on va dériver un produit. Je vous rappelle que la dérivée, la différentielle de fg par rapport au temps, c'est df sur dt g, on dit f'g plus fg', d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va dériver par rapport au temps. D'ailleurs, sur dit au passage, je pense avoir déjà fait ce calcul dans une vidéo précédente. Mais bon, de manière un peu différente peut-être. Donc la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de H chapeau, c'est donc la dérivée de psi par rapport au temps H chapeau psi, plus psi de t, H chapeau ne dépend pas du temps, d psi sur dt. Mais on va utiliser donc effectivement cette relation, que d psi sur dt, c'est, on fait passer un IH bar à gauche, c'est 1 sur IH bar à H chapeau psi, mais 1 sur IH bar, c'est moins I sur H bar. Autrement dit, donc d psi sur dt, c'est moins I sur H bar. L'opérateur hamiltonien H appliqué à psi, donc d'après l'équation de Schrödinger, et en prenant donc le bras associé à cette équation, ok, on a que la dérivée partielle, la dérivée par rapport au temps donc du bras psi est égale, donc je prends le complexe conjugué de moins i, j'obtiens plus i sur h bar, et le complexe conjugué de l'opérateur h chapeau appliqué au quai psi, c'est tout simplement le bras psi multiplié par h chapeau dag, mais h chapeau dag c'est un opérateur hermétique, donc le transposé conjugué, c'est égal à h chapeau. Autrement dit, ceci est égal à plus i sur h bar, quête bras psi fois h chapeau. H chapeau, c'est h chapeau tag. H est hermitien. Autrement dit, on a dit que la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de A est égale à i sur h bar, donc psi de t h bar h chapeau psi, moins psi de t h chapeau psi de t, mais on reconnaît en fait h chapeau moins h chapeau, c'est-à-dire le commutateur entre h et a. Donc ça peut se mettre sous la forme i h chapeau, donc commutateur entre h et a pris en sandwich entre le bras psi et le quai psi, et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc effectivement, c'est une conséquence directe de l'équation de Schrödinger, la dérivée de l'opérateur étant i sur h bar fois la moyenne du commutateur avec h. Alors maintenant pour la question B. On déduit que pour la particule libre, on a m, la dérivée partielle, la dérivée par rapport au temps de la moyenne de x est égale à la valeur moyenne de p. Commenter. Alors, donc on a que m dérivée de x par rapport au temps est égal à m fois i sur h bar, donc fois la valeur moyenne donc du commutateur entre l'opérateur hamiltonien h et x et l'opérateur position. Donc on a que le commutateur entre l'opérateur h et l'opérateur position est donc égal à p chapeau carré sur 2m x chapeau moins x chapeau p carré sur 2m. Autrement dit que c'est 1 sur 2m, je mets 1 sur 2m en facteur. On a p chapeau, x chapeau, moins x chapeau, p chapeau, p chapeau. Ok. Donc en fait, il y a une astuce qui consiste à faire intervenir le terme p chapeau, x chapeau, p chapeau. Donc je le soustrais d'une part et je l'ajoute d'autre part. Autrement dit, donc j'ajoute quelque chose que je soustrais. Donc j'ai rien changé à ce qui est écrit ici. Mais en fait, on va traiter indifféremment ce qu'il y a en 1 en violet et ce qu'il y a en 2 ici en bleu. Donc pas car, pourquoi? On veut faire apparaître donc ce qu'on nous a dit dans l'énoncé. Autrement dit, on veut faire apparaître le commutateur entre x chapeau et p chapeau, entre l'impulsion, entre l'opérateur impulsion et l'opérateur position, dont on sait qu'il est égal à i fois h bar. Je parle la constante de Planck réduite, et le nombre imaginaire. Donc je vous rappelle, donc le commutateur i chapeau p chapeau, c'est x chapeau p chapeau moins p chapeau x chapeau. Alors pour notre premier terme 1,
eh bien, ce premier terme 1, là, que je vous ai mis en violet, donc P chapeau X moins P chapeau, X chapeau, P chapeau, ben, je vais mettre P chapeau en facteur à gauche. Donc, ce qui est très important à comprendre ici, c'est que les opérateurs, ils commutent pas entre eux. Ou alors, s'ils commutent, c'est que leur commutateur est nul. Donc, on peut, quand on écrit AB, c'est pas du tout pareil quand on écrit B1. C'est un peu comme dans le produit matriciel, du reste, hein, avec des contraintes un peu plus importantes. Donc, ici, tout simplement, je mets P chapeau en facteur à gauche. Donc, j'ai du P chapeau facteur de P chapeau, X chapeau, moins X chapeau, P chapeau. Mais P chapeau, X chapeau, moins X chapeau, P chapeau, ben, on reconnaît effectivement notre commutateur. C'est l'opposé du commutateur X chapeau, P chapeau. C'est P chapeau, X chapeau. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Alors, donc, pour le deuxième membre, donc on a du P chapeau, X chapeau, P chapeau, moins X chapeau, P chapeau, P chapeau. Ben écoutez, on fait pareil, on a du P chapeau à droite, donc on va le sortir, hein, c'est ce que je fais ici, je le sors à droite, et on reconnaît donc notre commutateur entre P chapeau et X chapeau, c'est-à-dire P chapeau, X chapeau, moins X chapeau, P chapeau. Autrement dit, donc tout ce terme-là, donc à chapeau, X chapeau, on peut le factoriser sous la forme 1 demi, 1 sur 2m, donc j'ai remis 1 sur 2m en facteur. Donc facteur de P chapeau, donc le commutateur entre P chapeau et X chapeau, plus le commutateur entre P chapeau et X chapeau fois P chapeau. Mais on connaît la valeur du commutateur entre P chapeau et X chapeau, c'est l'opposé du commutateur entre X chapeau, P chapeau qui vaut IH bar, donc on a du moins IH bar ici, donc il y a et ici c'est pareil, du moins IH bar. Autrement dit, on a du moins 2 fois IH bar P chapeau, 1 sur 2m fois moins 2 fois IH bar P chapeau, c'est égal à moins IH bar sur M P chapeau. Donc, on peut en déduire, on en déduit tout court, que M fois la dérivée de la valeur moyenne de X par rapport au temps est égal à MI sur H bar fois la valeur moyenne du commutateur entre H bar et X bar, entre H chapeau et X chapeau, pareil, on va dire, c'est égal à la valeur moyenne de P chapeau. Voilà. Alors, maintenant pour la partie de 2, on va traiter la partie de 2 et je m'arrêterai là, avant la fonction d'onde des représentations impulsion. Je pense que je la traiterai dans une vidéo, je pense, on verra. Il y a des chances. Donc l'opérateur de translation. Donc rappelez les expressions de X chapeau appliqué à psi en représentation X et P chapeau appliqué à psi en représentation X en fonction de produit scalaire X psi qui est égal à psi de X par définition. Ok. Ensuite calculer alors X fois X chapeau P chapeau psi et X fois P chapeau X chapeau psi et en déduire, ben, on nous demande de redéduire, de retrouver en fait l'expression du commutateur, autrement dit que X chapeau P chapeau c'est IH bar. Bon, alors allons-y. Ouais. Alors, donc l'opérateur de translation. D'abord, je fais un petit rappel sur l'opérateur de translation infinitésimale. Donc c'est une translation le long de l'axe x d'une valeur infinitésimale dx au premier ordre. On peut écrire que t chapeau dx pour infinitésimale, t pour translation. L'opérateur de translation infinitésimale t chapeau peut se mettre sous la forme de l'identité, l'opérateur d'identité, moins i sur h bar, dx fois px chapeau. En fait, on définit l'opérateur px chapeau. Avant de le définir comme une impulsion, on le définit comme le générateur de translation infinitésimale. Ok, donc on nous demande d'exprimer ces quantités en fonction du produit scalaire de x par psi, autrement dit par psi de x. Alors, l'interprétation, très simple. Donc, psi est une fonction de l'espace de Hilbert, donc appartenant à L2 de R, de carré sommable. L'opérateur x chapeau appliqué à psi, c'est-à-dire que lorsqu'on lui applique l'opérateur x, ça nous donne une nouvelle fonction, puisque x chapeau appliqué à psi, c'est une nouvelle fonction. Je rappelle que psi, donc c'est effectivement une fonction de l'espace de Hilbert, qui a une position donnée, associe sa fonction d'onde associée à la position x, à x en fait, psi de x. Ok, et ensuite si comment dirais-je, je l'évalue au point x, donc cette fonction de l'espace de Hilbert de carré sommable, je vais l'évaluer au point x. Par définition de l'opérateur x, on va obtenir x fois psi de x, c'est-à-dire x fois produit scalaire entre x et psi. Autrement dit, x chapeau moyenné entre le bras x et le quai psi, qui est égal à l'opérateur qui est égal à l'opérateur x chapeau appliqué à la fonction d'onde psi en représentation x va être égal à x fois psi de x, donc va être égal à x fois le produit scalaire entre x et psi,
car on définit effectivement l'opérateur x appliqué au quête générateur valeur propre de x. Autrement dit, le quête x est une valeur propre de l'opérateur x chapeau pour la valeur est un vecteur propre de l'opérateur x chapeau pour la valeur propre x. Donc si on prend la version bras de cette relation qui définit l'opérateur x, on va donc obtenir, donc effectivement, on va partir de cette relation en quête, x chapeau appliqué au quête x est égal à x fois le quête x. Autrement dit, le vecteur x est donc bien un vecteur propre de l'opérateur x chapeau pour la valeur propre x. Donc ça va nous donner en représentation bras. Les bras deviennent des quêtes et on prend le complexe conjugué. Donc le bras x fois l'opérateur x chapeau est égal à x étoile, mais x étoile c'est x puisque x est réel, fois le bras x. On l'a vu précédemment, de toute manière. Donc l'opérateur x chapeau appliqué à la variable densité, à la variable fonction d'onde psi de x en représentation x, qui est l'action de x chapeau sur psi en représentation x, conduit à la valeur x psi de x. Et donc on écrira, c'est pas un abus d'écriture, que x scalaire psi chapeau scalaire psi de x, d'accord, est égal à x fois scalaire x scalaire psi. Alors, on va repartir de l'équation de Schrödinger, sauf qu'on va multiplier à gauche et à droite, à gauche du membre de Schrödinger par le bras x et également par le bras x à droite. Et donc on va obtenir que x scalaire p chapeau scalaire psi est égal à moins i h bar, la dérivée par rapport à x de x scalaire psi. Mais p chapeau, ça va être moins i h bar, la dérivée par rapport à x. Effectivement, on va le démontrer. Il suffit d'écrire que l'opérateur de infinitésimal de translation t chapeau, c'est l'identité moins i sur h bar dx fois p chapeau de x, de moins x, qu'on applique à l'état psi. Autrement dit, l'opérateur t de x, j'ai oublié un petit chapeau ici, mais bon, c'est pareil. T de x appliqué au quête psi, ça va nous donner un certain quête phi, tel que phi de x, ça sera égal à la valeur de psi en x moins dx. Autrement dit, si je représente en bleu notre fonction d'onde de psi de x, eh bien phi de x, ça sera égal à la fonction d'onde en verte. Ça sera donc égal à psi de x qui sera décalé d'un petit de dx infinitésimal. Autrement dit, donc x scalaire t chapeau de dx appliqué à psi est égal à x scalaire phi, c'est égal à psi de x moins dx, d'accord? Donc je remplace t chapeau dx par sa valeur, son expression en fonction de l'opérateur identité de i sur h bar et du générateur infinitésimal de translation p chapeau de x. Et donc on a donc psi de x moins dx va être égal à x scalaire identité moins i sur h bar dx p chapeau de x scalaire psi. On utilise la linéarité donc du produit scalaire, on distribue. Et donc ça va être égal à x scalaire psi, d'accord, puisque le psi se retrouve à gauche en sandwich avec l'identité, donc c'est x scalaire psi. Moins IH bar dx, je le sors donc du produit scalaire, de x scalaire p chapeau de x scalaire psi. Mais x scalaire psi en vert, je l'ai noté, c'est psi de x. Et l'opérateur p chapeau pris en sandwich entre le bras x et le quête psi, autrement dit, c'est l'action de l'opérateur p chapeau de x sur la fonction d'onde psi en représentation x n'est rien d'autre que psi de x moins dx, d'après ce qui précède. Autrement dit, on a psi de x moins dx ici. On va faire, voilà, autrement dit, on va avoir effectivement que phi de x qui est ici, moins phi de x moins dx, donc j'ai tout fait passer à droite et à gauche, on identifie terme à terme, donc on a cette égalité entre ça, et donc cette différence entre les fonctions d'ordre, ça va être égal à i sur h bar dx fois i sur h bar dx fois x scalaire, donc fois l'opérateur p chapeau pris en sandwich entre le bras x et le 4 psi. Donc autrement dit, ça va être égal à moins i h bar psi de x moins dx sur dx, et c'est égal à x scalaire p chapeau psi. Donc comme on a défini p chapeau au premier ordre dans le développement en translation d'une grandeur infinitésimale dx, si on prend la limite de ce terme-là lorsque dx tend vers 0, ici on obtient la dérivée partielle de psi par rapport à dx fois dx, le dx se simplifie,
Et donc, ça va tendre vers moins i h bar, la dérivée partielle de psi par rapport à dx. Et ça sera donc égal à l'action de l'opérateur psi sur notre fonction de notre psi en représentation x. Donc l'action de P chapeau en représentation x découle de la définition de l'opérateur P chapeau. Lorsqu'on fait une translation infinitésimale de taille dx, donc T chapeau de dx qui va être égal à l'identité moins i dx sur h bar P chapeau. L'opérateur P chapeau étant défini comme le générateur de translation infinitésimale, dans l'espace suivant, la coordonnée x, donc on voit que l'action de P chapeau sur x revient à dériver par rapport à x. Et donc x scalaire psi va être égal à moins i h bar d sur dx ici. D'accord. Donc effectivement, P chapeau va correspondre à l'opérateur impulsion en physique quantique. La définition première, avant même d'être un opérateur impulsion, c'est d'être le générateur de translation, et il se trouve que c'est l'impulsion. Voilà. Alors, en B, on nous demande de calculer donc x chapeau, P chapeau appliqué à psi, et x chapeau psi, et en déduire que le commutateur entre x chapeau et p chapeau, c'est i h bar. Bon, ok. On n'a pas fait ça, voilà. Exprimer ensuite x chapeau, le commutateur entre x chapeau, p chapeau à la puissance n, en fonction de p chapeau puissance n moins 1, discuter le cas n égale 0. Alors, on a donc on a l'opérateur x chapeau, p chapeau appliqué à psi en représentation x. Donc on évalue cette fonction au point x. Donc x chapeau, p chapeau, c'est moins i h bar, la dérivée partielle, donc par rapport à x, phi de x, d'accord. Et de même, p chapeau, x scalaire, p chapeau, x chapeau, psi, ça va être à moins i h bar, la dérivée partielle par rapport à x, donc appliquée à l'opérateur x chapeau appliqué à psi, c'est rien d'autre que x psi de x. Ok. Donc, le commutateur x chapeau, p chapeau appliqué à psi est par définition, donc x chapeau, p chapeau appliqué à psi moins p chapeau, x chapeau appliqué à psi. Et donc, on évalue notre fonction au point x, donc je substitue ce terme-là, en fait, comme étant égal bras x, scalaire, en fait, le commutateur x chapeau, p chapeau, scalaire psi, comme étant égal à, donc, à x scalaire, x chapeau, p chapeau, psi, moins x scalaire, p chapeau, x chapeau, psi. Donc, ici, j'ai le premier terme, j'ai le deuxième terme. Donc, on va faire 1 moins 2. Et on va donc avoir que c'est égal à moins IH bar x, la dérivée partielle par rapport à x de psi de x, plus IH bar psi de x. Donc, j'utilise Leibniz, puisqu'en fait, on dérive par rapport à x, x psi de x. Et ça, c'est égal à la dérivée de x par rapport à x, c'est-à-dire 1 fois psi de x, plus x fois la dérivée par rapport à x de psi de x. Ce que j'ai écrit ici. On obtient que c'est égal à plus IH bar x, la dérivée partielle par rapport à x de psi de x. Bon, eh bien, ce terme-là se simplifie et il nous reste simplement IH bar, le produit scalaire entre x et psi. Autrement dit, bon, IH bar, c'est un complexe, je peux le rentrer dans l'intégrale, et on peut l'écrire sous la forme x scalaire IH bar psi, et ceci quel que soit x. Et donc, on va identifier ce terme-là avec le terme précédent, c'est-à-dire x scalaire x chapeau p chapeau appliqué à psi est égal à x scalaire moins IH bar psi, et ce quel que soit x. On en déduit donc qu'on a deux fonctions évaluées en x égales en chaque point, elles sont donc identiques. Et donc, le commutateur x chapeau p chapeau appliqué à psi va être égal à IH bar psi, quel que soit psi. Et donc, on a donc montré que x chapeau, on a donc montré que x chapeau p chapeau est égal à IH bar fois l'identité. Alors maintenant pour le petit c, exprimer x chapeau, le commutateur entre x chapeau p chapeau puissance n en fonction de p chapeau puissance n moins 1, discuter le cas n égale 0. Et ensuite, bon, démontrer une égalité que l'on verra ensuite. Bon. Alors, bon, on va d'abord écrire ce commutateur. Hein, le commutateur entre x chapeau et p chapeau puissance n, donc c'est égal, par définition même du commutateur, à x chapeau, p chapeau puissance n, moins p puissance n, moins p chapeau puissance n, x puissance n. Bon, on peut le mettre sous la forme suivante. Bon, déjà, on va faire intervenir du p puissance n moins 1, ok, puisqu'on veut l'exprimer en fonction de ça. Donc, c'est égal à x chapeau, p puissance n moins 1, p chapeau, moins p chapeau,
puissance n moins 1 p chapeau x chapeau, et je vais en fait soustraire un terme que je vais rajouter par la suite. C'est comme si je faisais moins a plus a, et on va traiter en fait ces deux termes séparément. En fait, ces termes, on les rajoute pour pouvoir faire intervenir à gauche et à droite les commutateurs qui nous intéressent. Donc je voulais noter, je vais noter en bleu. Donc alors on va d'abord traiter ces deux termes là que j'entoure, et ensuite ces deux-là. Les deux termes que j'entoure font intervenir en bleu, parce que je l'ai mis en bleu entre parenthèses du p chapeau. Je vais factoriser par p chapeau à gauche. Ok, et je m'aperçois que j'ai du x chapeau, p chapeau, puissance n-1 fois p chapeau, donc en bleu ici, puis c'est le même que j'ai factorisé sur ces deux termes, plus ce terme-là, ce terme-là, en fait, ce qu'on peut mettre en facteur, p chapeau puissance n-1. Facteur donc de x chapeau, p chapeau, moins p chapeau, x chapeau, mais x chapeau, p chapeau, moins p chapeau, x chapeau, ce n'est rien d'autre que le commutateur entre x chapeau et p chapeau. Ok? Donc j'ai cette sommation. On utilise le fait que x chapeau, p chapeau, on sait que c'est i h bar fois l'identité, et on a donc c'est égal à x chapeau, donc le commutateur entre x chapeau et p chapeau puissance n-1, fois p chapeau plus i h bar, p chapeau puissance n-1. Ok? Alors en fait là il faut émettre une hypothèse de récurrence. Bon, si on voit alors on peut chercher à voir ce qui se passe à l'ordre 2. Donc le commutateur entre x chapeau, p chapeau carré, c'est x chapeau, p chapeau, p chapeau, moins p chapeau, x, d'accord, chapeau. Donc je factorise par p chapeau. Bon, j'obtiens une expression. Et bon, sachant que x chapeau, p chapeau c'est égal à i h bar, j'obtiens. Vous voyez, si vous avez fait ce calcul, vous faites bien celui-là, que le commutateur entre x chapeau et p chapeau carré, c'est 2i bar p chapeau. Ok? Donc de là, on peut voir se dégager une règle générale, puisqu'on a que x chapeau, p chapeau, c'est i bar fois l'identité, et que le commutateur entre x chapeau, p chapeau, c'est i bar fois l'identité, et que le commutateur entre x chapeau et p chapeau carré, c'est 2 fois i bar fois p chapeau, on peut intuitivement hasarder que, et on va le démontrer par récurrence, que le commutateur entre x chapeau et p chapeau puissance n-1, c'est n-1 fois i bar fois p chapeau à la puissance n-1. Donc on fait une hypothèse de récurrence, on voit si c'est vrai à l'ordre 1, on suppose que c'est vrai à l'ordre n-1 et on montre que c'est vrai à l'ordre n. Et si on obtient ça, on aura donc démontré que c'est vrai quel que soit n, par récurrence. Donc après, alors, le calcul précédent va devenir donc le commutateur entre x chapeau, p chapeau puissance n-1 fois p chapeau, plus i fois h bar fois p chapeau puissance n-1. Ça va donc être égal à n-1 i h bar p puissance n-1 plus i h bar p puissance n-1, c'est-à-dire n fois i fois h bar p puissance n-1. Donc ça va être vrai au premier ordre, vrai à l'ordre n-1, donc vrai à l'ordre n, donc vrai à tous les ordres. D'où la relation que l'on cherche à montrer. Le commutateur entre x chapeau et p chapeau puissance n, c'est ni h bar p chapeau puissance n-1. Donc relation de commutation générale. Alors, on nous demande de montrer que le commutateur entre x chapeau et exponentielle moins i p chapeau sur h bar est égal à a exponentielle moins i p chapeau sur h bar. Ok, alors allons-y. Bon, déjà, on peut noter que à l'ordre 0, donc P chapeau puissance 0, c'est l'opérateur identité. Donc, le commutateur entre X chapeau et P chapeau puissance 0, ça va être le commutateur entre X chapeau et identité. Donc, ça, c'est quel que soit n, c'est vrai. Hein. Donc, pour pouvoir montrer maintenant cette relation, en fait, il suffit d'écrire l'exponentielle de l'opérateur, parce que ça, c'est un opérateur, par son développement. Hein. Donc, je vous rappelle que l'exponentielle de X, c'est la somme pour n variant entre 0 et l'infini d'X puissance n sur n factoriel. Eh bien, on l'utilise en remplaçant x par la valeur de l'opérateur, c'est-à-dire moins i a p chapeau sur h bar. Donc, exponentielle moins i a p chapeau sur h bar, ça va être égal à la somme pour n variant de 0 à l'infini des 1 sur n factoriel, moins i a sur h bar puissance n, p chapeau puissance n. Donc, on obtient le commutateur entre x chapeau et la somme pour n variant de 0 à l'infini des 1 sur n factoriel moins ia sur h bar puissance n, p chapeau puissance n. Donc, le commutateur de x avec une somme de nombres, c'est la somme des commutateurs de x avec ce nombre. Donc, je peux sortir la somme infinie, en fait, quelque part. Et donc, je dis que c'est égal à la somme pour n variant de 0 à l'infini des 1 sur n factoriel moins ia sur h bar puissance n, fois le commutateur entre x chapeau et p chapeau puissance n.
Et donc ça, c'est égal. Alors, il faut bien faire attention aux indices, à la sommation. Bon, on démarre à 0. Donc, c'est égal à 1 sur n factoriel moins IA sur h bar. Donc, j'ai sorti moins IA sur h bar pour faire apparaître du p chapeau puissance n-1. Donc, fois moins IA n-1 sur h bar. Donc, j'ai réécrit en fait ce terme-là en faisant intervenir la puissance de n, alors n-1. Donc, fois n IH bar p chapeau puissance n-1. D'accord? Donc, on a du n ici, du 1 sur n factoriel, donc on simplifie, il nous reste du 1 sur n moins 1 factoriel. Du coup, la sommation, elle va pas démarrer à 0, mais elle va démarrer à 1. Le a, il reste ce qui reste. Maintenant, je peux faire intervenir ma puissance n moins 1, donc j'ai du moins ia sur h bar p chapeau puissance n moins 1. D'accord? A ne dépend pas de n, donc je le sors de la sommation, et j'obtiens que c'est égal à a fois une somme infinie de 1 à n factoriel de moins ia p bar sur h bar à la puissance n moins 1, ben, en posant grand X égale moins ia p bar sur h bar, on s'aperçoit qu'on a une somme infinie qui est un développement de l'exponentielle. Autrement dit, c'est égal à a exponentielle moins ia p bar sur h bar. Donc voilà pour l'exponentiation d'un opérateur en fait. Donc, on a donc démontré ceci. Enfin, petit e et on terminera là-dessus. Le reste, paqueton gaussien et fonction dans la représentation impulsion, ben, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, on note le ket x0, un vecteur propre de l'opérateur position x chapeau de valeur propre x0. On nous demande de montrer que exponentielle moins ia p bar sur h bar de x0 est aussi un vecteur propre de l'opérateur x chapeau. Expliquer pourquoi l'opérateur exponentielle moins ia p bar p chapeau sur h bar est appelé opérateur de translation. Donc, appliqué à x, donc on l'a vu, une fonction de p, cela revient à dériver par rapport à p, effectivement. Donc P chapeau, ça dérive par rapport à X chapeau et vice versa, X chapeau, ça dérive par rapport à P chapeau. Je ne savais pas commenter ça. Donc on a le vecteur propre x0 et on nous demande de montrer que exponentielle moins IA sur h bar P chapeau de x0 est vecteur propre de x chapeau. Ben, qu'à cela ne tienne, ben, il faut appliquer X chapeau à l'opérateur X chapeau ben, à ce vecteur et voir si on a quelque chose une combinaison linéaire qui sort. Donc on a X chapeau, donc appliqué à exponentielle moins IA, P chapeau sur H bar fois le ket X0 est égal par définition du commutateur, donc au commutateur entre X chapeau exponentielle moins IA, P chapeau sur H bar, appliqué au ket X0, plus exponentielle moins IA, P chapeau sur H bar, l'opérateur X chapeau appliqué à X0. Donc par définition, X0 est un vecteur propre de X chapeau pour la valeur propre X0. Donc c'est égal à a exponentielle moins ia p chapeau sur h bar fois le 4x0 plus exponentielle moins ia p chapeau sur h bar x0 fois le 4x0. On factorise par le 4x0 et on obtient que c'est égal à x0 plus a exponentielle moins ia p chapeau sur h bar fois x0. Ok, bah écoutez, on a résolu ce qu'on nous demandait puisqu'on en déduit donc de cette écriture que exponentielle moins ia p chapeau sur h bar fois le ket x0 est un vecteur propre de cet opérateur avec x0 plus a pour valeur propre associée. Autrement dit, l'opérateur x chapeau exponentielle moins ia p chapeau sur h bar a translaté l'état x0 en x0 plus a fois le ket x0 et ce quelquefois x0. Donc en fait, on peut appliquer une fonction d'onde quelconque à chacun de ces composantes x0, chacune de ces composantes va se retrouver décalée de la même valeur a, et c'est donc en fait toute la fonction d'onde qui va se décaler. Donc on a en fait réalisé à travers cette opération une translation finie de vecteur de valeur a. Ok. Donc voilà pour cet exercice. En fait c'est un exercice qui est en 4 parties. J'ai fondamentalement traité les 2 premières parties. Donc je ferai une vidéo supplémentaire pour traiter très probablement les 2 autres parties. Voilà.